Ok, je vais commencer. Bonsoir à tous. Cette présentation sera une introduction générale aux sciences du bien-être. Je suis Antonin Broy, actuellement secrétaire général d'Altruisme Efficace France et docteur en philosophie. Alors, durant mes recherches en philosophie, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à des sujets proches du bien-être, mais dans une perspective justement philosophique. Et ce qui va m'intéresser aujourd'hui, ça va être une perspective davantage scientifique. Donc la présentation commencera quand même par quelques considérations davantage philosophiques et conceptuelles, parce que le concept de bien-être, c'est quand même pas du tout quelque chose d'évident. Ensuite, je présenterai succinctement les développements de ces sciences du bien-être et la manière dont elles s'y prennent pour essayer de mesurer le bien-être. Ensuite, on verra quelques résultats intéressants qui sont issus de ces sciences. Et enfin, j'évoquerai brièvement la question des applications politiques des résultats de ces sciences, avec la question est-ce qu'une politique du bien-être est possible. Donc, je commence en essayant de préciser un peu plus que ce qu'on entend par bien-être et ce qu'on va entendre par bien-être dans cette présentation. D'abord, il faut bien comprendre que ce n'est pas le sens ordinaire du mot bien-être. Donc, en français, bon, le sens est un peu flou, mais le sens qu'on l'entend ici, c'est le sens philosophique, où la notion de bien-être correspond à peu près à l'idée de la bonne vie, le bonheur, la qualité de vie d'un individu. C'est en gros la question à laquelle on essaye de répondre quand on nous demande comment ça va, et qu'on essaye de répondre sérieusement à cette question. Donc c'est une sorte d'évaluation générale de la qualité de notre vie. Alors à noter quand la notion de bonheur que j'ai mis ici et que je considérais comme interchangeable avec la notion de bien-être, en français elle a quand même plein de sens différents. Donc voilà, dans cette présentation, je tiendrai pour acquis que c'est équivalent à bien-être, mais bien sûr, ça pourrait être discuté. Donc, en ce sens-là, qui est un sens assez technique, le concept de bien-être renvoie forcément à des valeurs, puisque le bien-être, c'est la bonne vie, ça renvoie à ce qui est désirable, à ce qui est bon pour l'individu, bon ou mauvais pour l'individu. Et du coup, c'est pas seulement, ça appartient pas seulement au domaine des faits. Ça veut dire qu'on a affaire à un concept qui est normatif et non pas seulement descriptif. Et c'est ce qui explique que la notion de bien-être soit beaucoup étudiée en éthique et non pas dans les sciences. Et en éthique, beaucoup de théories du bien-être ont été proposées. On pourrait quand même se demander, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une théorie philosophique du bien-être et qu'est-ce que pourrait nous apporter cette théorie philosophique? En effet, à première vue, on pourrait penser peut-être qu'on sait directement ce qu'est le bien-être. On sait comment en tout cas se manifeste le bien-être ou le bonheur d'un individu. Par exemple, on peut imaginer qu'une personne heureuse, ce soit une personne qui sourit beaucoup, ce soit une personne qui a des relations sociales épanouissantes et un métier qui lui plaît. C'est une personne aussi qui apparaît très sereine quand on la regarde. Une personne qui fait l'expérience de nombreuses expériences, émotions positives, et à l'inverse qui fait l'expérience de peu d'émotions négatives et qui donc ne souffre pas, et qui juge elle-même qu'elle est heureuse si on lui demandait est-ce que tu es heureux, etc. On peut trouver plein d'éléments comme ça qui permettraient de déterminer si une personne est heureuse, si une personne a un niveau de bien-être élevé ou pas. Le problème, c'est que cette caractérisation-là, ou tous ces éléments-là, ne permettent pas de distinguer ce qui constitue directement le bien-être des causes et des effets typiques du bien-être. Ça veut dire que quand on voit quelqu'un qui sourit beaucoup, on peut imaginer qu'elle sourit beaucoup parce qu'elle est heureuse. En ce sens, donc, le fait de sourire beaucoup, c'est un effet typique, c'est une conséquence du bien-être, mais ça ne constitue pas le bien-être. On peut très bien imaginer quelqu'un qui soit très très malheureux et pourtant qui sourit beaucoup. Même si c'est peu probable, c'est clairement envisageable. Ça veut dire que le fait de sourire beaucoup, c'est pas quelque chose qui relève de la définition du bien-être à strictement parler. Et c'est la même chose pour les relations sociales épanouissantes et un métier qui nous plaît. On peut imaginer que c'est davantage une cause, un facteur qui va prédire un niveau élevé de bien-être, mais que ça ne constitue pas vraiment le bien-être. Donc la question de qu'est-ce que c'est que le bien-être en lui-même, elle reste ouverte. Et c'est justement ce qu'essayent de faire les philosophes. Eux, ils ont un intérêt pour les constituants du bien-être, ils cherchent à donner des définitions du bien-être. Et ça tranche justement avec l'intérêt que les scientifiques peuvent avoir pour le bien-être, parce qu'eux ont davantage s'intéresser aux causes et aux effets typiques du bien-être. Ok. Donc, quelles sont ces théories philosophiques du bien-être? Eh bien, il en existe beaucoup qui ont été proposées au fil des années. Donc, je présente ici celles qui sont les plus influentes. On peut commencer avec la théorie hédoniste. Donc, l'hédonisme, c'est l'idée que le bien-être consiste seulement en la balance des plaisirs et des souffrances de l'individu. Donc, si je dois évaluer mon bien-être en 2018, il suffit de voir à chaque moment dans l'année 2018 à quel niveau de plaisir je me situais.
Donc, des fois, j'étais dans un état plaisant, des fois dans un état déplaisant, donc c'est guillemets, etc., etc. Et ça serait mon bien-être selon la théorie hédoniste. Mais il existe d'autres théories. Une autre famille de théories, c'est la famille des théories subjectivistes, selon lesquelles c'est l'individu lui-même qui détermine ce qui est bon et mauvais pour lui. Et comme on peut le voir, ce n'était pas le cas pour la théorie hédoniste. La théorie hédoniste nous dit que c'est le plaisir et la souffrance qui vont contribuer au bien-être, que vous le vouliez ou non. Donc ça ne dépend pas de vous. Alors que pour la théorie subjectiviste, c'est très important que ce soit l'individu lui-même qui décide ce qui est bon ou mauvais pour lui. Donc, il y a plusieurs variantes de théorie subjectiviste, et une qui est particulièrement connue, c'est la théorie des désirs satisfaits. Tout simplement, le bien-être consisterait en la satisfaction de nos désirs. Donc, si je veux calculer mon bien-être pendant l'année 2018, il suffirait de voir quels désirs j'avais et de constater s'ils ont été satisfaits ou pas satisfaits, c'est-à-dire frustrés, auquel cas ils contribueraient négativement à mon bien-être. Une autre famille de théories, ce sont les théories objectivistes, et comme leur nom l'indique, pour ces théories objectivistes, certaines choses sont objectivement bonnes pour l'individu, et ce, quoi qu'en pense l'individu. Elles s'opposent frontalement aux théories subjectivistes. Et en général, quelles sont ces choses objectives qui vont déterminer notre bien-être? Ça va être des choses comme le degré d'accomplissement dans notre vie, les relations sociales épanouissantes qu'on a, donc peut-être, je sais pas, le nombre d'amis qu'on a, est-ce qu'on a un compagnon ou une compagne, etc. La santé physique, des choses comme ça. Une variante assez spécifique de théorie objectiviste, c'est la théorie perfectionniste. Ça, c'était la théorie d'Aristote, qui essaye de fonder le bien-être de l'individu sur l'essence de l'être humain, sur la nature humaine, en quelque sorte. Pour la théorie perfectionniste, le bien-être consiste en le perfectionnement des capacités naturelles de l'être humain, comme par exemple, pour Aristote, la raison. Donc, ça va être le perfectionnement de la raison et le déploiement de la raison dans la vie quotidienne qui va déterminer si notre vie elle est bonne ou non. Et comme on peut voir, ça va être le cas que l'individu soit d'accord ou non avec ce qui est considéré comme un bien objectif. Ok, donc toutes ces théories sont confrontées à des difficultés, c'est-à-dire à chaque fois, pour chacune d'entre elles, elles vont aboutir à des conclusions contre-intuitives parfois, et parfois à des conclusions plus intuitives par rapport à ce qu'on pense à nos intuitions sur ce qu'est le bien-être. Mais il faut bien constater qu'elles sont en désaccord assez profond. Imaginez par exemple qu'en 2018, j'ai passé toute l'année à regarder la télévision, c'était assez plaisant, et à manger du popcorn. Peut-être que selon la théorie hédoniste, mon bien-être aurait été assez élevé, mais ça serait sûrement le cas que pour des théories objectivistes, mon bien-être n'a pas du tout été élevé parce que j'avais pas d'amis, la santé, j'ai pris 20 kilos, j'ai pas du tout entretenu ou perfectionné une capacité rationnelle. Donc, selon les théories objectivistes, j'aurais un bien-être très faible. Donc, c'est quand même vraiment important de pouvoir de bien comprendre qu'il y a différentes théories du bien-être et qu'elles sont parfois en désaccord vraiment profond sur le niveau de bien-être d'un individu. Ok, une fois qu'on a bien compris cette approche philosophique du bien-être, on peut passer à l'approche scientifique. Et la première question qui se pose, du coup, c'est est-ce qu'on peut étudier scientifiquement le bien-être ou pas? Et on va voir que d'emblée, on est confronté à deux problèmes qui vont se poser et qu'on a en fait déjà évoqués. Le premier problème, c'est qu'on peut penser intuitivement la science, elle est censée plutôt étudier des faits ou ce qui relève de faits et non pas des valeurs. Et on a bien dit que le bien-être, c'était justement quelque chose qui était de l'ordre des valeurs, parce que c'est la vie bonne. Ça implique forcément un jugement de valeur, pas seulement un jugement de fait. Donc ça, c'est un gros problème. Il y a plusieurs réponses qui sont possibles que je vais pas trop développer. On pourrait imaginer dire que non, en fait, la science, elle peut très bien étudier les valeurs, il n'y a pas de contradiction. On pourrait imaginer que les sciences du bien-être peuvent étudier le bien-être sans avoir quoi que ce soit à voir avec les valeurs. Et dans ce cas-là, la science étudie les faits et les sciences du bien-être étudient aussi les faits, il n'y aura pas de problème. Donc il y a plusieurs réponses possibles, mais c'est quand même un problème qui, pour certains, même pour beaucoup de personnes, est assez important. Et encore beaucoup de critiques des sciences du bien-être sont basées sur ce genre de considération, que la science doit se restreindre à l'étude des faits et pas des valeurs. Il y a en fait un autre problème qui se pose de manière encore plus pressante, c'est celui de la définition du bien-être. Puisque comme on vient de voir, il y a plein de théories philosophiques différentes du bien-être, qui à chaque fois proposent de différents candidats comme constituants du bien-être, on voit bien qu'il n'y a pas du tout de consensus. Or, si on veut étudier scientifiquement le bien-être, la première étape, c'est vraiment d'avoir à disposition une définition opérationnelle du bien-être. Donc par opérationnel, j'entends une définition qui puisse ensuite donner lieu à des tentatives de mesure. C'est pas le cas quand on dit que le bien-être, c'est la vie bonne. Si je dis ça, peut-être qu'en quelque sorte, je définis le bien-être,
mais je définis d'une manière qui n'est pas très concrète et qui ne va pas servir à grand-chose pour le chercheur. En revanche, si je souscris à une théorie hédoniste, et que je dis le bien-être, ça correspond à la balance des plaisirs et des déplaisirs, là, c'est quelque chose de beaucoup plus concret, qui pourrait donner lieu à des mesures. Et comme on va le voir, en fait, il y a effectivement des mesures affectives du bien-être de ce genre-là. Donc, on a ce problème, celui du manque de consensus sur la définition du bien-être. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème pour réussir à lancer l'étude scientifique du bien-être? Il y a au moins 2 options qui sont disponibles pour résoudre ce problème. La première option, c'est tout simplement de choisir arbitrairement, alors j'ai mis arbitrairement entre guillemets, une théorie philosophique du bien-être qui servirait alors comme définition opérationnelle du bien-être. Donc par exemple, si je juge que l'hédonisme, c'est la théorie du bien-être la plus convaincante, eh ben, je vais étudier le bien-être en tenant pour acquis que le bien-être, c'est la balance des plaisirs et des souffrances. Et de même si je souscris à une théorie subjectiviste du bien-être. Alors le problème, c'est que du coup, on peut directement faire le reproche qu'on a choisi complètement arbitrairement cette théorie philosophique selon simplement nos propres préférences. Donc il y a un élément de subjectivité qui semble s'opposer à l'idéal d'objectivité qu'on associe à la science. La deuxième option qu'on peut suivre, c'est de ne pas choisir de théorie philosophique du bien-être, mais plutôt d'essayer de définir opérationnellement le bien-être seulement sur la base de ce qui fait consensus autour du bien-être, et notamment des indicateurs du bien-être qui font consensus. Et les indicateurs du bien-être qui font consensus, eh bien, c'est ceux que j'ai déjà mentionnés, comme le fait de sourire beaucoup, le fait d'affirmer être heureux si on nous demande à quel point on est heureux, etc. Ce sont des éléments qui indiquent le bien-être, mais comme on l'a vu, ils ne constituent pas, à proprement parler, des définitions du bien-être. Mais le pari qui est associé un peu à cette option, c'est de dire que c'est suffisant pour pouvoir étudier scientifiquement le bien-être. En pratique, ce qu'on observe, c'est que les 2 options sont suivies dans les sciences du bien-être. Ça va dépendre des auteurs. Dans tous les cas, le débat autour de la meilleure définition opérationnelle du bien-être, il reste encore ouvert. Donc, si on peut bien mener à bien mettre en œuvre une science du bien-être, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on peut en attendre. Alors, comme n'importe quelle science, même pour n'importe quelle science, ce qu'on peut raisonnablement attendre d'une science du bien-être, d'abord, c'est qu'elle nous permette de mesurer, ou au moins de tenter de mesurer le niveau de bien-être d'individus et de groupes d'individus, par exemple des nations, le bien-être des Français, dans diverses circonstances. Là, je donne l'exemple, les trentenaires, comme groupe dont on peut mesurer le bien-être, les Français, les personnes qui viennent de divorcer, etc. Et comme ça, on peut avoir plein d'informations sur le bien-être de plein d'individus dans plein de circonstances. Une deuxième chose qu'on peut attendre d'une science du bien-être, c'est qu'elle nous éclaire sur les déterminants et les conséquences du bien-être, les effets du bien-être, au niveau à la fois individuel et collectif. Ça, je l'ai déjà mentionné. Les déterminants du bien-être, ça va être les causes du bien-être, donc ce qui est en amont du bien-être, ce qui va le causer. On parle aussi de facteurs explicatifs. Par exemple, est-ce que l'argent rend heureux? Donc, est-ce que l'argent est un déterminant du bien-être? Les personnes extraverties sont-elles plus heureuses que les personnes introverties? Là, pareil, est-ce que l'extraversion est un déterminant ou non du bien-être? Donc ça, ce sont des questions auxquelles une science du bien-être peut répondre. Mais souvent, en science, il y a aussi tout cet aspect de systématisation de nos connaissances, d'essayer de proposer des théories scientifiques, des modèles, et peut-être, si on est vraiment optimiste, des lois qui s'appliqueraient ici au bien-être. Donc ça, c'est tout l'aspect de modélisation. On peut attendre d'une science du bien-être qu'elle modélise les relations qui existent entre le bien-être et d'autres variables en développant des théories scientifiques du bien-être, qui vont être ensuite confirmées par les observations qu'on fait ou infirmées, et un processus cumulatif va pouvoir se mettre en place où on propose des théories du bien-être de plus en plus performantes. Et enfin, peut-être dans un dernier temps, on peut attendre d'une science du bien-être qu'elle informe nos décisions au niveau, là encore, à la fois individuel et collectif. Donc individuel, je dois prendre une décision concernant ma vie, je pourrais éventuellement me baser sur ce que me dit la science du bien-être, sur les choses qui pourraient me rendre heureux ou les choses qui pourraient me rendre malheureux. Au niveau collectif, ça sera tout ce qui tourne autour de politique publique, par exemple. Donc on peut raisonnablement attendre d'une science du bien-être qu'elle nous aide dans ces prises de décision, s'il s'avère qu'on est intéressé par promouvoir le bien-être, bien sûr. Et bien sûr, ce qui est important de réaliser, c'est que toutes ces découvertes, tous ces travaux qu'on peut faire, toutes ces études qu'on peut faire, elles reposent toujours sur une certaine définition opérationnelle du bien-être qu'on peut toujours critiquer. Ça veut dire qu'on ne peut pas attendre d'une science du bien-être qu'elle découvre l'essence du bien-être, qu'elle perce le mystère du bien-être. Parfois, il y a
de la manière dont les médias rendent compte des résultats issus des sciences du bien-être, il y a beaucoup d'exagération. Il faut vraiment être attentif à ça. On ne peut pas vraiment attendre d'une science du bien-être qu'elle nous aide à percer le mystère du bien-être, de ce qu'est véritablement le bien-être. Pourquoi? Parce qu'elle part, c'est son point de départ, elle part avec une certaine définition du bien-être. C'est un présupposé, ce n'est pas le résultat des recherches. Ok, du coup, j'ai maintenant passé à une présentation donc, de ces fameuses sciences du bien-être. Et ensuite, on va pouvoir voir de quelle manière elles réussissent ou pas à mesurer le bien-être. De manière générale, le bien-être, le concept de bien-être, mais aussi le concept voisin comme le bonheur ou la qualité de vie, sont des concepts qui sont très importants en sciences humaines et sociales. En particulier, là je donne l'exemple de la notion d'utilité, qui est très utilisée en économie et est vraiment centrale dans les théories économiques depuis au moins 150 ans, et qui est très proche de la notion de bien-être là aussi. Donc il n'y a rien de très nouveau à vouloir s'intéresser au bien-être. Pour autant, ce qu'on observe à la fin du XXe siècle, donc à partir des années 90 et surtout après au XXIe siècle, donc au début des années 2000, c'est qu'un véritable domaine de recherche va se développer spécifiquement autour du bien-être, en le prenant explicitement comme objet d'étude. Il y a deux disciplines qui vont progressivement converger pour contribuer à créer ces sciences du bien-être. D'un côté, l'économie du bonheur, et de l'autre, la psychologie positive. L'économie du bonheur, donc ça va être cette sous-discipline de l'économie qui s'intéresse, comme son nom l'indique, au bonheur. Et quant à la psychologie positive, c'est tout un mouvement en psychologie dans les dernières décennies qui vise à se focaliser davantage sur les aspects positifs de l'être humain plutôt que sur les aspects négatifs de l'être humain. Parce qu'il est vrai que historiquement, en psychologie, on s'est davantage intéressé aux maladies mentales, à tout ce qui peut dysfonctionner dans l'être humain, en laissant de côté les choses qui sont plus positives, les vertus, justement, le bien-être, etc. Donc le mouvement de la psychologie positive sert justement à mettre davantage le focus sur la partie positive de l'être humain. Et c'est pourquoi ils vont contribuer à ces sciences du bien-être. Donc, comment est-ce qu'on peut mesurer le bien-être? Comment est-ce que ces sciences du bien-être s'y prennent pour mesurer le bien-être? Donc actuellement, il existe vraiment un très grand nombre de mesures du bien-être qui sont disponibles et qui sont mobilisées dans toutes ces études autour du bien-être. On constate que ces mesures de bien-être sont associées à des perspectives philosophiques et méthodologiques qui sont elles aussi très variées, et notamment qui s'inspirent parfois de l'hédonisme, parfois des théories subjectivistes, parfois des théories objectivistes, etc. Mais pour autant, il faut être clair sur le fait qu'actuellement, les mesures qui sont de loin les plus utilisées, ce sont des mesures qui passent par des questionnaires qui interrogent explicitement, ouvertement l'individu sur son bonheur ou sa satisfaction à l'égard de sa vie. Vous pouvez imaginer qu'on répond à un questionnaire qui vous demande à quel point vous êtes heureux dans votre vie de 0 à 10. Et la grande majorité des études qui sont menées sur le bien-être utilisent ce genre de mesures. Donc, comme on peut assez rapidement s'en rendre compte, ces mesures sont d'inspiration subjectiviste parce qu'elles laissent au sujet, donc à la personne qui répond à la question, le soin de déterminer son propre niveau de bien-être, donc le soin de déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais pour lui, donc le soin de déterminer comment va sa vie, et ce, donc, sans lui imposer aucune conception spécifique, sans lui dire « Ah, ton bien-être, ça consiste en ton plaisir » ou « Ton bien-être, ça consiste en le développement de tes capacités rationnelles, etc. » Donc ça correspond à l'idée que l'idée ici, c'est de refuser le paternalisme. Le paternalisme qui peut être associé au fait d'imposer au sujet, d'imposer aux individus une conception spécifique du bien-être, que peut-être ils ne partagent pas. Donc, je vais maintenant passer en revue quelques exemples de mesures du bien-être, en commençant par une mesure qui est représentative de ces mesures qui interrogent explicitement l'individu sur son bonheur ou sa satisfaction à l'égard de sa vie. C'est l'échelle de Cantril, qui historiquement est une des premières mesures de bien-être subjectif. Et cette mesure, elle est très très simple, puisqu'elle consiste en une seule question qu'on pose aux individus. Imaginez une échelle avec des barreaux numérotés de 0 en bas à 10 en haut. Le barreau du haut représente la meilleure vie possible pour vous, le barreau du bas la pire vie possible pour vous. Sur quel barreau pensez-vous vous tenir à ce moment de votre vie? Et les individus donc répondent 0, 5, 10, en fonction de où ils pensent se placer sur cette échelle. Donc, c'était une des premières mesures de bien-être subjectif, puisqu'elle a été élaborée en 1965, mais elle est ensuite devenue plus connue parce qu'elle a notamment été adoptée par le Gallup World Poll. Donc, Gallup, c'est une entreprise de statistiques qui met en œuvre des enquêtes internationales de bien-être, qui nous permettent de faire des comparaisons internationales de bien-être. Et c'est justement ces résultats-là que je voudrais vous montrer, qui sont précisément basés sur cette échelle de Cantril. Donc,
Ces données sont issues du site Our World in Data, qui est très bien fait, je le recommande très chaudement. Donc, il s'agit de mesurer ici la satisfaction de vie. Donc, à quel point vous êtes satisfait avec votre vie, donc c'est bien l'idée de bien-être subjectif. Là, on a la traduction en anglais de ce qu'on vient de dire, donc la question associée à l'échelle de Cantril. Et ici, on a bien les réponses à cette question, en moyenne, bien sûr, pour chaque pays, en allant de 0 à 10. Donc, ce qu'on observe, c'est que les résultats varient. Ils varient quand même beaucoup, puisque pour certains pays comme l'Afghanistan, par exemple, on va se situer entre 2 et 3 en moyenne, alors que pour d'autres, comme l'Australie, on va se situer entre j'arrive pas à dire si c'est 7 ou 8 ou 8 ou 9, tu vois. Je dirais 7 ou 8 plutôt. Globalement, on observe aussi que les résultats ne sont pas forcément très contre-intuitifs, parce qu'on peut imaginer que dans les pays développés, on est globalement plus heureux, on a plus les moyens de mener une vie épanouie, et c'est bien ce qu'on constate ici. Les pays les plus pauvres ou les pays en guerre, comme l'Afghanistan ou la République centrafricaine, sont plutôt bas sur cette échelle de bien-être. Il y a quand même des choses qui peuvent être considérées comme assez étonnantes. Globalement, les pays d'Amérique du Sud sont plutôt heureux, et plus heureux qu'ils ne devraient l'être si on ne prenait en compte que leur richesse matérielle. Les pays d'Europe de l'Est, par exemple, sont, par rapport à leur richesse matérielle, à leur production annuelle, sont plutôt bas. Donc voilà, il y aura plein de choses à dire là-dessus. C'est juste pour vous donner une idée de quel genre de résultat on peut obtenir en mettant en œuvre ce genre de mesures. Ok, je vais maintenant passer à une mesure affective. Affective, dans le sens d'une mesure qui mesure les affects, l'état affectif de l'individu. Et il s'agit du U-index, U pour unpleasant, donc déplaisant, l'index déplaisant, élaboré par Kahneman et Kruger. Et ici, il s'agit d'une mesure qui est d'inspiration hédoniste et qui cherche à mesurer l'état émotionnel de l'individu pendant une période donnée. Et plus précisément, cela va correspondre à la proportion du temps que l'on passe dans un état affectif négatif. Donc, on passe dans un état déplaisant, dans un état de mal-être. Ça veut dire que plus le U-index est élevé pour un individu, par exemple mon U-index en 2018, s'il est très élevé, ça veut dire que mon année 2018 a été plutôt très désagréable pour moi. Si par exemple j'ai un U-index de 50%, ça veut dire que 50% de mon temps est passé dans un état désagréable, dans un état en dessous de 0. Donc c'est 50% pour un U-index, c'est vraiment un bien-être très faible. Donc comment est-ce qu'on peut avoir les données suffisantes pour pouvoir calculer ce U-index pour des individus? Il y a deux méthodes qui sont principalement utilisées. La première, c'est la méthode de l'experience sampling, et ça consiste tout simplement, au cours de la journée d'un individu, d'un sujet, d'émettre un signal plusieurs fois de manière un peu aléatoire dans la journée. Et quand le signal va être émis, l'individu va devoir remplir un questionnaire avec des questions qui portent sur son état émotionnel au moment où le signal a été émis, une sorte de beeper. Et donc, en ayant les résultats de ces questionnaires à plusieurs moments dans la journée, on peut calculer, de manière bien sûr toujours approximative, à quel point l'état affectif de l'individu dans différentes périodes de la journée est plutôt positif, plutôt négatif. Une variante, c'est la méthode de la day reconstruction. Et là, plutôt que émettre un signal pendant la journée pour que les individus puissent remplir un questionnaire, l'idée c'est que les individus remplissent le questionnaire à la fin de la journée et on leur demande de reconstruire leur journée, reconstruire tous les épisodes par lesquels ils sont passés, toutes les activités qu'ils ont eues, en donnant pour chacune de ces activités leur état émotionnel. Et c'est de là qu'on peut calculer le U-index. Donc, je vais montrer de quelle manière on peut le mettre en application. Donc ça, c'est un tableau qui est issu d'un article de Kahneman et Kruger, ceux qui sont à l'origine de cette mesure, dans un article de 2006. Donc c'est un tableau où la première colonne à gauche, vous pouvez voir que ce sont toutes les activités que les individus ont ou ont pu avoir dans la journée. Là, en l'occurrence, les enquêtés, ce sont des
des femmes au Texas qui sont salariées. 909 femmes au Texas. Donc ça, ce sont toutes les activités dans lesquelles elles se sont engagées dans la journée. La troisième colonne, c'est le temps qu'elles ont passé dans ces activités. Donc par exemple, le dîner, donc la quatrième ligne ici, elles ont passé 0,81 heures dans la journée en moyenne, donc ça veut dire à peu près 50 minutes, si je ne me trompe pas. Et ce qui va être particulièrement intéressant, du coup, c'est la dernière colonne qui correspond au U-index. Donc, si on prend par exemple le dîner, de nouveau, on peut voir que le U-index est à un niveau de 0,074, c'est-à-dire en pourcentage, ça nous fait 7%. Ça veut dire que dans l'activité du dîner, 7% du temps, ces femmes étaient en moyenne dans un état négatif. Et donc, à l'inverse, ça veut dire que 93% du temps, ces femmes étaient dans un état affectif positif quand elles dînaient. Et on peut voir que ça varie. Là, les activités, elles sont ordonnées selon justement ce U-index. Et on peut voir que tout en bas, donc ceux qui ont les activités qui ont un U-index très élevé, donc ça veut dire que ça correspond à un mal-être élevé, à un bien-être faible. On voit que tout en bas, avec un U-index de 28%, on a le temps de transport du domicile au travail le matin. Et donc, on a que 28% de ce temps est passé dans un état qui est désagréable. On va aussi, de manière pas très étonnante, retrouver le travail, où 21% du temps passé au travail est désagréable. Si on remonte, on va voir par exemple le fait de regarder la télé, correspond à peu près à 9,5% du temps passé à regarder la télé qui est désagréable. Et tout en haut, on retrouve des moments de socialisation et surtout des relations intimes, de manière pas très étonnante, où on trouve que 96% du temps passé dans des relations intimes, 96% du temps est positif et agréable. Donc c'est quand même assez intéressant parce que ça nous donne quand même des résultats qui sont parfois contre-intuitifs, notamment sur le temps de transport. Donc c'est quelque chose qui a été beaucoup commenté, parce que c'est effectivement assez étonnant à quel point c'est quelque chose de négatif dans la vie de l'individu. Et on peut voir aussi par là même que ce sont des données qui sont vraiment très différentes de celles qu'on peut récolter quand on fait passer un questionnaire de satisfaction de vie avec une seule question comme l'échelle de Cantril qu'on a vu. Là, c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus précis, mais parfois il peut y avoir des divergences assez fortes entre les résultats de ces différentes mesures. Ok, je passe maintenant à une troisième mesure du bien-être, la Psychological Wellbeing Scale de Carol Riff, je crois. Cette échelle du bien-être a été élaborée en 89 et surtout, contrairement aux deux précédentes, l'inspiration qui est sous-jacente à cette échelle, à cette mesure, c'est une inspiration qui est perfectionniste. Donc, c'est l'idée que le bien-être de l'individu, ça consiste à accomplir son but qui est fixé par sa nature, par la nature humaine, se développer soi-même. Et ici, ce qu'on constate d'emblée, c'est que cette mesure, elle est beaucoup plus complexe que les deux précédentes. Parce qu'ici, il n'y a pas qu'une seule dimension du bien-être, il y en a 6. Donc 6 dimensions de bien-être, quelles sont-elles? D'abord, l'autonomie, ensuite la maîtrise de son environnement, le développement personnel, les relations positives avec autrui, le sens dans sa vie, à quel point on trouve que sa vie a un sens, et l'acceptation de soi. Et l'idée, c'est que tous ces composants du bien-être détermine in fine le score global que la personne a, le score global du bien-être de la personne. Donc pour chacune de ces dimensions, plusieurs items, c'est-à-dire plusieurs questions dans le questionnaire vont être utilisées. Ça va déboucher sur un score pour chacune de ces dimensions. Donc on va pouvoir avoir un score d'autonomie, un score de développement personnel, etc. Et ensuite, on additionne tous ces scores pour obtenir un seul score global. Et ça va être notre mesure du bien-être de l'individu. J'ai pris un exemple pour bien faire comprendre en quoi ça consiste, cette mesure. En ce qui concerne la dimension d'autonomie, donc il y a une série de questions qui sont posées et qui ont trait à l'autonomie. Là, j'en ai choisi 2. Le répondant doit donner son degré d'accord avec les affirmations suivantes. Donc ça va de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. La première affirmation, c'est je suis confiant, j'ai confiance en mes propres opinions, même si elles sont différentes de la manière dont la plupart des autres gens pensent.
Et la deuxième, c'est je me juge en fonction de ce que je pense est important et non par les valeurs de ce que les autres personnes pensent comme étant important. Et donc ça, ce sont des questions qui sont censées évaluer à quel point on est autonome dans sa vie. Donc si on répond qu'on n'est pas du tout d'accord avec ces affirmations-là, ça implique qu'on est assez peu autonome, et donc ça veut dire que forcément que ça va contribuer négativement à notre bien-être. Donc ce qu'on voit ici, c'est que puisque, et c'est tout à fait logique parce que c'est d'inspiration donc perfectionniste, c'est une conception objectiviste du bien-être donc qui s'impose un peu aux individus. Ça veut dire que on peut obtenir une mesure de bien-être un score de bien-être qui va être très bas, alors même qu'on se dit très heureux dans notre vie. Donc ici, il y a bien une conception du bien-être qui est imposée aux personnes qui vont répondre au questionnaire. Et je voulais finir avec un dernier exemple qui est assez populaire dans le sens où on entend souvent parler du bonheur national brut. Donc, il s'agit d'un indice développé et utilisé au Bhoutan depuis les années 2000 comme une alternative au PIB. Donc, il vise d'abord à mesurer le bien-être d'une nation entière et pas d'individus. C'est pour ça que c'est plus une alternative au PIB. Là, de nouveau, la perspective, ça va être basé sur des intuitions perfectionnistes, en l'occurrence bouddhistes. Donc, ça va reposer sur des hypothèses assez fortes sur ce qu'est le bonheur humain. J'ai relevé la déclaration du Premier ministre bhoutanais qui, en 2009, parlait du bonheur national brut, en affirmant ceci, sur le bonheur, le type de bonheur que ça cherche à mesurer. Nous savons que le véritable bonheur durable ne peut exister tant que les autres souffrent, et il vient seulement du fait d'aider les autres, de vivre en harmonie avec la nature, de réaliser ou d'accomplir notre sagesse innée, ainsi que la nature brillante et véritable de nos propres esprits. Donc ça, c'est la perspective sous-jacente à cet indice de bonheur national brut. Comme la mesure précédente, c'est un indice qui est composé de plusieurs composantes, de plusieurs dimensions. Ici, il y en a 9 qu'on va voir juste après. Et pour chaque dimension, là encore, c'est quelque chose de vraiment très complexe. Pour chaque dimension, on a encore plusieurs indicateurs. Pour montrer à quel point il y a vraiment une vision assez forte avec plein de présupposés pas du tout évidents qui sont intégrés dans cette mesure. Je donne ici l'exemple de l'indicateur de spiritualité, donc qui est un des indicateurs qui va venir constituer le bonheur national brut. Et cet indicateur de spiritualité il est basé sur les réponses à des questions qui portent sur 4 choses. D'abord, le niveau de spiritualité qui est rapporté par les individus. On leur demande à quel point est-ce que vous vous sentez spirituel dans votre vie. Deuxièmement, l'attention qu'ils portent dans leur vie quotidienne au karma. Troisièmement, la fréquence de récitation de prières. Et quatrièmement, la fréquence des méditations. Donc, si vous êtes religieux, a priori, ça va jouer en votre faveur quand on va déterminer votre bien-être. Ça va contribuer positivement à votre bien-être. Et par contre, si vous êtes athée, là, par contre, le fait que vous soyez athée, ça va jouer en votre défaveur. Selon cet indice de bonheur national brut, on va vous juger comme étant d'autant plus malheureux que vous êtes athée. Donc, je disais qu'il y avait 9 domaines et toute une série d'indicateurs pour chacun de ces domaines. Donc, voici les différents domaines. Donc, on peut constater que l'indicateur de spiritualité dont je parlais, il se situe ici. Donc, c'est un indicateur qui est utilisé pour la dimension de bien-être psychologique. Les autres dimensions sont la santé, l'utilisation de notre temps. Donc, est-ce qu'on dort bien? J'imagine, est-ce qu'on ne travaille pas trop? L'éducation, la diversité culturelle et la résilience, la bonne gouvernance, la vitalité de la communauté, où on va trouver des indicateurs comme les dons en temps ou en argent, les relations avec la communauté, la famille et la sécurité, la diversité écologique et la résilience de notre environnement, et enfin les conditions de vie. Donc voilà, j'en ai fini avec ce tour d'horizon des différentes mesures du bien-être. Une question ou une inquiétude qu'on peut avoir, c'est se demander si ces mesures parviennent vraiment à mesurer ce qui nous intéresse, à savoir le bien-être.
Il y a eu toute une série de controverses à ce sujet tout au long du développement des sciences du bien-être, autour de cette question de la mesurabilité du bien-être, et en particulier autour des mesures de satisfaction de vie, comme l'échelle de Cantril, où on pose une question, est-ce que vous êtes heureux, et l'individu doit directement répondre. Donc il y a deux camps qui s'affrontent dans ces controverses. D'un côté, ceux qui sont critiques de ces mesures, ils insistent sur le fait qu'il a été établi que les réponses des individus sont influencées par des facteurs qui semblent a priori non pertinents. Effectivement, on a montré par exemple que l'ordre des questions dans le questionnaire, ça allait influer sur les réponses de satisfaction qu'on donnait. De manière aussi plus surprenante, et c'est un résultat qui est assez fameux, on a montré que si les individus qui doivent répondre au questionnaire trouvent, avant de répondre au questionnaire, une pièce de monnaie par terre, ça va influencer significativement les réponses qu'ils donnent de satisfaction. Ça, c'est un peu gênant parce qu'il n'y a aucune raison de penser qu'un événement insignifiant comme trouver une pièce de monnaie par terre devrait influencer nos réponses à la question « est-ce que vous êtes heureux ?» En plus de ce genre de problème, il y a des inquiétudes concernant le sens qu'on peut accorder aux distances entre les différents points sur les échelles de satisfaction. Donc, dans l'échelle de Cantril, par exemple, ça va de 0 à 10. Et la question, c'est est-ce qu'il y a la même distance en termes de bien-être entre le niveau 7, entre le niveau 7 et 8 et entre le niveau 8 et 9. Ça, en termes plus techniques, en économie, c'est ce qu'on appelle la cardinalité. Et c'est pas du tout sûr que ce soit le cas. Donc ça, c'est problématique. Et enfin, un autre problème, c'est les comparaisons de réponses entre plusieurs individus. Ce qu'on appelle le problème de comparabilité interpersonnelle. Est-ce que si je dis que je suis heureux à un niveau 7, est-ce que c'est le même niveau si vous dites aussi que vous êtes heureux à un niveau 7? Est-ce que donc le niveau 7 est le même pour tous les individus? Alors d'un autre côté, les partisans les défenseurs de ce genre de mesures du bien-être mettent en avant le fait que les niveaux de satisfaction rapportés par les individus sont plutôt stables dans le temps. Donc en psychologie, on dit que ces mesures ont une bonne fiabilité. Et par ailleurs, ces mesures ont une bonne validité, c'est-à-dire qu'elles vont corréler de manière assez intuitive avec d'autres mesures. Donc, par exemple, on a montré que les résultats de mesures de satisfaction de vie corrèlent plutôt bien, par exemple, avec les mesures de fréquence des sourires. Donc, en gros, plus quelqu'un sourit, plus il va répondre qu'il est heureux à un questionnaire de satisfaction de vie. Donc, c'est quelque chose auquel, intuitivement, on s'attendrait, et c'est effectivement ce qu'on observe. Donc, ça, c'est le genre de choses qui semble nous indiquer que les questionnaires de satisfaction de vie arrivent bien à mesurer le bien-être, ce qui nous intéresse. Voilà, donc ce sont des débats qui ont toujours lieu et qui font toujours rage. Souvent, voilà, on peut remarquer que ces débats révèlent des attentes un peu différentes à l'égard de ce qui constituerait une bonne mesure. Les critiques de ces mesures ont tendance à avoir des exigences très fortes sur ce que doit être une bonne mesure, et il est très clair que les mesures de satisfaction de vie ne sont pas capables de satisfaire ces exigences. Pour autant, moi personnellement, je ne pense pas que ça remet en question le fait qu'elles soient des mesures de bien-être, qu'elles réussissent à nous informer sur le niveau de bien-être des individus. Et c'est ce qu'on leur demande. Mais bien sûr, voilà, ça reste une question ouverte, on pourra en rediscuter à la fin. Ok, je passe maintenant aux principaux résultats que les sciences du bien-être ont trouvés dans toutes les études qui ont été faites. Donc, je commence par un avertissement. Le domaine de recherche des sciences du bien-être, c'est devenu vraiment très très vaste. Il y a eu une explosion du nombre d'articles publiés, de livres publiés sur ces sujets-là. Donc, c'est assez difficile de donner une vue d'ensemble qui soit succincte et qui soit fidèle et représentative. Dans tous les cas, en gros, ce que cherche à faire la plupart des chercheurs en sciences du bien-être, c'est de rechercher les déterminants causaux du bien-être, donc ce qui va causer le bien-être, donc les sources du bien-être. Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. On peut noter que les psychologues, ou disons les chercheurs qui sont de formation plutôt en psychologie, vont davantage se concentrer sur des déterminants psychologiques du bien-être, assez naturellement, comme par exemple les traits de personnalité. Ils vont aussi souvent essayer d'évaluer des interventions thérapeutiques qui auraient pour objectif de promouvoir le bien-être de certains patients. Et quant aux économistes ou les autres chercheurs en sciences sociales, comme les sociologues, ils vont davantage se concentrer sur les déterminants sociaux, politiques et économiques du bien-être. Donc, par exemple, le revenu, le chômage, le niveau d'éducation de l'individu, la participation politique, etc. Donc,
Un bon point de départ pour comprendre le genre de résultats auxquels sont parvenus les sciences du bien-être, c'est la question des relations entre la richesse matérielle, le revenu, et de l'autre côté, le bien-être. Ça, en effet, c'était vraiment une des questions très importantes, notamment au début des sciences du bien-être. Jusqu'à assez récemment, et on peut argumenter que c'est toujours le cas, l'indicateur le plus répandu pour évaluer un individu ou un pays, ça reste un indicateur monétaire, donc le revenu, ou au niveau d'un pays, le PIB. Une question qui s'est posée depuis le début, c'est à quel point est-ce que ces indicateurs monétaires réussissent à mesurer indirectement le bien-être, c'est-à-dire la chose qui, a priori, nous intéresse le plus. Et au tout début des sciences du bien-être, donc Easterlin a, de manière assez fameuse, mis au jour un paradoxe apparent, qu'on appelle depuis le paradoxe d'Easterlin. Lui, ce qu'il constatait, c'est d'abord quand on compare le bien-être de différents individus au même moment, par exemple dans l'année 1970, on constate que les individus qui sont plus riches, qui ont plus d'argent, qui ont plus de revenus, sont en moyenne plus satisfaits. Donc ça, ok. Ça veut dire que la richesse, les indicateurs de richesse suivent à peu près le bien-être de l'individu. Et pourtant, et c'est là où ça devient paradoxal, la satisfaction de vie moyenne au Japon et aux États-Unis, donc c'est les deux pays sur lesquels il y avait des données, n'ont pas augmenté significativement dans les dernières décennies, donc les dernières décennies avant les années 70. Alors même que, entre-temps, ces pays s'étaient considérablement enrichis. Et là, il y a effectivement un paradoxe. Easterlin en concluait qu'une augmentation générale de la richesse d'un pays n'a pas d'effet sur le bien-être à long terme, et au moins pour les pays développés que sont le Japon et les États-Unis. Et que ce sont donc des effets de comparaison sociale qui expliquent la corrélation entre revenu et bien-être à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc par exemple en 1970, si on est plus riche que la plupart des gens, on est heureux parce qu'on se compare à eux, c'est notre point de référence. Et à l'inverse, si on est pauvre, eh ben, on se sent malheureux parce qu'on est plus pauvre que les gens qui ont plus d'argent au même moment. Mais si maintenant tout le monde devient 2 fois plus riche, par exemple en 10 ans, la croissance économique est énorme, tout le monde devient 2 fois plus riche, et ben en termes comparatifs, si je suis pauvre mais que je suis devenu 2 fois plus riche et que les riches aussi sont devenus 2 fois plus riches, bah, je reste à la même position de manière comparative. Donc c'est pour ça que mon bien-être ne bouge pas. Donc ça, c'était une conclusion plutôt pessimiste sur l'apport de la croissance économique au bien-être. Depuis, ces travaux qui étaient pionniers dans les années 70 ont été nuancés. Ils ont été nuancés grâce aux bases de données beaucoup plus conséquentes qu'on a pu réunir sur le bien-être, qui fait qu'on travaille sur des données qui sont beaucoup plus riches et de manière beaucoup plus fine que ce que Easterlin pouvait faire à son époque. Et globalement, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a bien toujours une corrélation entre satisfaction, bien-être subjectif, et richesse matérielle, donc, contrairement à ce qu'affirmait Easterlin. Mais c'est à nuancer parce que cette corrélation est parfois assez faible. Et notamment, c'est assez faible quand on s'intéresse aux pays ou aux individus qui ont un niveau de richesse assez élevé. Toutes ces questions, ça reste des questions qui sont encore débattues. Pour vous donner une idée de l'état de cette corrélation entre satisfaction et richesse, donc voici un graphique qui est de nouveau issu du site Our World in Data, qui est très bien fait, où on voit en ordonnée la satisfaction de vie, donc une moyenne par pays, qui va de 0 à 10. Et en abscisse, on a le PIB par habitant, qui est une mesure de la richesse, du revenu des individus, moyen des individus. Qu'est-ce qu'on observe globalement? C'est que plus un pays a un niveau de PIB par habitant faible, plus il a un niveau de satisfaction faible. Donc il y a bien cette corrélation entre bien-être et richesse matérielle qu'on observe. Mais comme on peut le voir, et c'est ce que je disais aussi, quand les pays deviennent suffisamment riches, la corrélation devient beaucoup moins claire et on va dire que la corrélation marche surtout pour les pays qui sont en dessous là, de, disons, 30 000 $ annuels de revenus par habitant. Ensuite, les choses deviennent beaucoup moins claires. Donc ça, c'était la question des relations entre richesse matérielle et bien-être. Je vais maintenant aborder toute une série d'autres facteurs explicatifs potentiels. Et avant de le faire, on va s'intéresser à un modèle un peu plus général qui propose une classification des différents types de facteurs explicatifs et qui est dû à Lubomirski et ses collègues dans un article de 2005. Ces auteurs proposent ce qu'ils appellent une architecture du bonheur durable qui distingue 3 sources, 3 déterminants, 3 grandes familles de déterminants de notre bien-être.
D'abord, les facteurs génétiques qui sont ici représentés. Donc, c'est l'idée que d'un set point, d'un point fixe. L'idée ici, c'est que notre patrimoine génétique va déterminer une partie très conséquente de notre niveau de bien-être durant notre vie. Et que ce niveau de bien-être, déterminé par des facteurs génétiques, constitue une sorte de niveau de base, un niveau à partir duquel on peut souvent temporairement se détacher, mais qui reste vraiment une sorte de point d'attraction pour notre bien-être. Et ça, il évalue à peu près 50% de notre niveau de bien-être. C'est basé sur des études qui vont comparer la satisfaction reportée de jumeaux dans différentes situations. On peut revenir sur exactement la méthodologie autour de ces résultats. Un deuxième ensemble de facteurs explicatifs, c'est ce qu'ils appellent les circonstances de la vie, où en gros, par circonstances de la vie, c'est à peu près tous les variables sociales, économiques associées à l'individu, mais aussi le lieu d'habitation, l'âge, le genre, le statut professionnel, le statut marital, est-ce que vous êtes marié, divorcé, etc., mais aussi le revenu. Donc, tout ce genre de choses, il l'évalue à peu près 10% de notre bien-être. Ça veut dire que ça contribue à 10% au bien-être de l'individu. Et enfin, tout le reste, c'est ce qu'ils appellent l'activité intentionnelle, intentional activity, donc 40%. Et en gros, c'est tout ce que peuvent décider les individus de faire dans leur vie quotidienne. Donc, s'ils décident de faire de la méditation, d'être plus bienveillants à l'égard de leurs proches ou des choses comme ça. Donc ça, pour eux, c'est une part assez importante dans la contribution à la bien-être, puisque ça relèverait de 40%. Globalement, on peut quand même être frappé par la présence de ce set point, donc cette sorte de point fixe, de ce niveau de base. Et pour bien comprendre pourquoi on peut imaginer qu'il y a ce niveau de base, ce set point fixe de bien-être, il faut parler d'adaptation hédonique. Parce que ce qui explique l'existence présumée de ce point fixe de bien-être, autour duquel notre bien-être tournerait dans notre vie, il faut mentionner donc, ce phénomène d'adaptation hédonique qui correspond à l'idée que, au final, la plupart des événements qui vont nous arriver dans notre vie, des événements qui peuvent sembler intuitivement importants pour nous, comme un mariage, le décès d'un proche, une promotion professionnelle, un accident de la route, des choses comme ça. Toutes ces choses se révèlent avoir un effet plutôt faible sur notre bien-être à long terme. Elles vont avoir un effet temporaire, mais un effet à long terme très faible. Et c'est ça qui laisse à penser qu'il existerait ce niveau de base, ce set point fixe pour chaque individu, autour duquel son bien-être fluctuerait au cours de sa vie. Alors pour autant, cette idée de niveau de base, qui semble assez pessimiste, elle a été remise en question sur des bases empiriques, et d'autres études ont montré que, en fait, il y avait quand même un individu pouvait avoir différents niveaux de base à différents moments dans sa vie. Il y avait beaucoup plus de flexibilité que l'idée d'un set point laisse penser. Donc l'idée d'un niveau de base de bien-être fixé une fois pour toutes doit être fortement nuancée. Pour un exemple où ce niveau de base se fait vraiment très bien voir, où il est très visible, on voit bien qu'il y a une adaptation hédonique quasiment totale à un événement important dans notre vie. Je vous montre ici ce graphique qui mesure la satisfaction subjective de femmes allemandes au moment où elles vont se marier. Donc ici, ce qu'on a, c'est en ordonnée, on a la satisfaction de vie, donc on va tourner autour de 7, et en abscisse, on a l'année par rapport au mariage. En abscisse, donc le point 0, c'est l'année du mariage. Moins 3, ça va être 3 ans avant le mariage, et 2 ici, ça va être 2 ans après le mariage. Et ici, c'est l'évolution donc de leur satisfaction moyenne. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, comme vous pouvez le voir, ça fait une sorte de montagne et ça revient à peu près au point de départ. Il y a quasiment une adaptation totale à la nouvelle situation d'être marié. C'est-à-dire que quelques années avant d'être marié, on peut imaginer que les femmes étaient très enthousiastes à cette idée, elles étaient très contentes, elles en tiraient beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction. Ça a culminé l'année du mariage. Mais dans les quelques années qui ont suivi, il y a un effet d'habituation ou d'adaptation. Les gens se sont adaptés à cette nouvelle condition et leur niveau de satisfaction est revenu à une sorte de niveau de base. Pour autant, donc, comme je le disais, cette adaptation, elle n'est pas systématique, et notamment un domaine où l'adaptation est très clairement pas complète, c'est tout ce qui concerne le statut professionnel.
Donc ici, vous avez des données issues de l'Observatoire du bien-être, donc sur des personnes françaises, basées sur les données de l'INSEE. Et ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est la satisfaction par rapport à nos statuts professionnels. Donc ici, tout à gauche, on a les chômeurs qui sont au chômage depuis plus d'un an. Ici, les personnes qui sont au chômage, mais moins d'un an. Ici, qui sont au chômage par intermittence, en emploi précaire, en emploi de plus de 6 mois, et enfin les personnes qui ont un emploi stable. Et on observe très clairement qu'il y a une corrélation très nette entre l'expérience du chômage et la crainte du chômage et la satisfaction à l'égard de notre vie. Donc on constate que le chômage et le sous-emploi affectent fortement et durablement le bien-être. On pourrait penser que ces effets-là, cette corrélation peut s'expliquer entièrement par un effet de revenu. En effet, quand on est au chômage, en général, on a un revenu plus faible. On pourrait penser que c'est pour ça que les individus rapportent une satisfaction plus faible. En fait, ce n'est pas le cas. Ça, on peut le montrer avec ce qu'on appelle une régression, donc un outil statistique qui nous permet de déterminer l'effet propre du chômage en tenant pour toutes choses égales par ailleurs, donc en fixant les autres variables comme le revenu. Et ici, on peut voir, ici, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut voir que l'effet du chômage, il est significatif. Et non seulement il est significatif, mais il est quand même assez considérable. Donc, ce qu'on constate, c'est que voilà, pour cette expérience de chômage, l'adaptation va avoir un rôle assez mineur. Et je vais finir en passant en revue d'autres facteurs explicatifs. J'ai trouvé ce tableau dans un article très récent de 2020 qui récapitule toute une série de facteurs et leur impact présumé sur le bien-être. C'est intéressant, ça va confirmer donc certaines choses que j'ai déjà dites. Ici, donc tout à gauche, la première colonne, c'est les différents domaines des variables considérées. Donc on va avoir le travail, la finance, l'éducation, etc. Deuxième colonne, ça va être la variable qu'on considère, donc on considère l'effet sur le bien-être. Par exemple ici, le passage d'une situation d'emploi à une situation de chômage. Et là, sur la troisième colonne, on peut voir l'effet que ça a sur la satisfaction de vie. Donc là, il y a sur les données du Royaume-Uni, ça a un effet de moins 0,46. Et sur les données allemandes, de moins 0,71. Donc ce sont des effets qui sont assez considérables. La colonne à droite, dynamique, ça va décrire la manière dont les individus s'adaptent ou non à ce changement dans la variable. Et ce qu'on voit là, et ça vient confirmer ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'adaptation complète au chômage. L'adaptation de notre satisfaction au chômage n'est pas complète. Donc il y a plein d'autres variables qui sont passées en revue, qu'on ne va pas tous passer en revue. On confirme ici que le revenu joue un rôle, même s'il n'est pas énorme. Là, on considère le doublement de notre revenu, du revenu du ménage d'un individu. Donc, ça va avoir un effet assez clair et net sur le bien-être. Les autres choses à relever qui sont très importantes, c'est l'importance de tout ce qui relève du social, de nos relations sociales. Ici, par exemple, le fait de se marier ou d'entrer en couple, ça a un impact assez important sur le bien-être, avec un effet permanent, bien qu'il y ait un pic initial. Donc on retrouve l'idée avec les femmes allemandes avant et après leur mariage, où il y a quand même un pic. Et il y a ensuite une adaptation à un certain degré. Et par ailleurs, on constate aussi que la santé joue un rôle assez énorme. Là aussi, c'est assez intuitif, mais c'est intéressant d'avoir des chiffres là-dessus. Le passage d'une condition de santé saine à faible, santé physique, ça a un impact assez gigantesque sur le bien-être. Et il s'agit d'un effet qui est surtout permanent. Et de manière aussi très intéressante, en ce qui concerne la santé mentale, le passage de la dépression à une santé mentale optimale a un effet qui est assez énorme sur la satisfaction de vie. Alors le tableau est plus long, donc ici, dans la deuxième partie, les auteurs vont considérer d'autres variables liées à l'environnement, notamment liées à la pollution. On pourra revenir sur ce tableau plus tard si vous le souhaitez. J'en ai fini avec le tour d'horizon des résultats des sciences du bien-être. Ce que je voudrais maintenant
évoquer, c'est de quelle manière ces résultats peuvent venir informer d'éventuelles politiques du bien-être. Depuis plusieurs décennies, on observe qu'il y a de plus en plus d'efforts et de plus en plus d'attention qui est portée au fait de supplémenter des indicateurs purement économiques comme le PIB, et les supplémenter d'une manière qui permet de mieux prendre en compte le bien-être effectif, réel des individus, donc ce que ressentent véritablement les individus. Donc le développement des sciences du bien-être, ça se fait vraiment dans ce contexte-là. Donc dans cette optique-là, les indicateurs objectifs composites qui ont été proposés, donc comme l'IDH, l'indice du développement humain, ou alors le bonheur national brut qu'on a vu. Mais les indicateurs qui sont en développement assez, qui sont de plus en plus utilisés, encore plus que l'IDH, ce sont les indicateurs de bien-être subjectif, notamment de tout ce qui est les mesures de satisfaction de vie. L'idée qui justifie un peu ce mouvement vers la prise en compte du bien-être subjectif, elle est assez intuitive, c'est l'idée que les conséquences des politiques publiques sur le bien-être sont importantes à prendre en compte. C'est pourquoi c'est important de mesurer le bien-être. Alors, ici, il y a plusieurs variantes. On peut penser de manière assez radicale que toute l'action publique devrait être orientée autour de la promotion du bien-être des individus. De manière moins radicale, on peut penser que le bien-être des individus, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte dans les politiques publiques, même s'il y a sûrement d'autres facteurs à prendre en compte, comme les préoccupations, par exemple, de justice, peut-être. En France, un des points marquants de cette évolution, ça a été la publication du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi en 2009, dont vous en avez peut-être entendu parler, qui met vraiment ces indicateurs alternatifs de progrès au devant de la scène. Et plus récemment, il y a eu cette loi, la loi SAS, c'est le nom de la personne qui a proposé, sur les nouveaux indicateurs de richesse, qui a été adoptée. Et voilà ce que dit cette loi. C'est assez intéressant parce que ça montre bien à quel point, dans beaucoup de gouvernements, il y a la priorité est de plus en plus donnée à la mesure du bien-être subjectif. Donc, que dit cette loi? Le gouvernement remet annuellement au Parlement, le premier mardi d'octobre, un rapport présentant l'évolution sur les années passées de nouveaux indicateurs de richesse, tels que les indicateurs d'inégalité, de qualité de vie et de développement durable. Donc tout ce qui est bien-être subjectif, ça va rentrer dans la qualité de vie. Ainsi qu'une évaluation qualitative ou quantitative de l'impact des principales réformes engagées l'année précédente et l'année en cours, et de celles envisagées pour l'année suivante, notamment dans le cadre des lois de finances, au regard de ces indicateurs et de l'évolution du produit intérieur brut. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat devant le Parlement. Ici, on voit bien l'idée qu'on souhaite intégrer la prise en compte du bien-être dans l'évaluation des politiques publiques. Et on peut donc se demander de quelle manière les sciences du bien-être doivent contribuer à ces politiques publiques. Alors, de manière générale, c'est évident que ces sciences du bien-être peuvent être mobilisées pour l'évaluation de ces politiques publiques, parce qu'après tout, ce sont les sciences qui portent précisément sur le bien-être et sa mesure. Mais de manière plus précise, les sciences du bien-être, elles ont quelques leçons à nous apporter sur les politiques qui semblent les plus prometteuses. Et en particulier, il y a peut-être 3 types de politiques qui, d'un point de vue du bien-être subjectif des individus, semblent particulièrement prometteuses. Le premier type de politique, c'est la promotion du lien social de manière générale. Et ça, on l'a vu quand on a vu que le contact social, le fait d'être en couple, par exemple, toutes ces choses-là, ce sont des facteurs explicatifs importants de bien-être. Donc l'idée, c'est que il faudrait promouvoir le lien social, notamment via, par exemple, le bénévolat ou la création de nouveaux lieux de sociabilisation, etc. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de diffuser dès l'enfance des outils pour mieux gérer notre bien-être, comme la pleine conscience, la communication, donc la communication bienveillante et saine avec les autres, ou des outils de régulation émotionnelle. Donc c'est ce qu'on appelle en psychologie positive parfois l'éducation positive. Toutes ces recommandations, elles viennent plutôt des leçons de la psychologie positive, qui s'est particulièrement intéressée à ces idées-là et la manière dont en intervenant en promouvant les activités de méditation ou de pleine conscience, on peut améliorer le bien-être des gens. Donc, il y a pas mal de données qui sont disponibles là-dessus et qui montrent qu'effectivement, ça marche bien et que ça peut être diffusé plus massivement. Et enfin, ça on l'a vu en regardant à quel point la santé physique et mentale jouait sur le bien-être subjectif, l'amélioration de la prise en charge des maladies mentales
semble être un type de politique qui semble particulièrement prometteur. Et notamment par rapport à la santé physique qui, en général, est souvent moins négligée. Ok, donc j'en ai fini avec les politiques du bien-être et on arrive maintenant à la conclusion de cette présentation. Donc j'ai récapitulé les principaux points qui me semblent particulièrement importants. Donc d'abord, le concept du bien-être a une dimension éthique importante, donc il fallait le rappeler. On peut quand même l'étudier scientifiquement dès qu'on lui donne une définition opérationnelle qui permet ensuite de mesurer. Il existe de nombreuses mesures de bien-être. Les mesures les plus répandues sont celles qui interrogent directement les individus sur leur niveau de bonheur ou de satisfaction. Au fond, les chercheurs en sciences du bien-être, ils s'intéressent surtout aux déterminants causaux, mais aussi aux implications, aux conséquences du bien-être. Parmi les résultats qu'on a explorés, la corrélation entre richesse matérielle et bien-être, mais qui marche surtout quand on est pauvre, et moins quand on est riche, on l'a vu pour les pays. L'adaptation, qu'elle soit complète ou incomplète aux nouvelles circonstances dans sa vie, c'est une tendance lourde dans l'évolution de notre satisfaction et de notre bien-être au cours de notre vie. Et enfin, depuis quelques années, on observe une prise en compte accrue du bien-être subjectif dans l'évaluation des choix des politiques publiques, ce qui rend l'idée d'une politique du bien-être de plus en plus réalisable, et j'imagine de plus en plus réalisable dans le futur, puisque la tendance devrait se poursuivre dans les années à venir. Alors, si vous voulez aller plus loin de manière assez ludique, je vous recommande chaudement la page de Our World in Data, dont sont tirés certains graphiques que j'ai utilisés ici. Et sur ce, merci beaucoup pour votre attention.